L'ambassadrice Sarah Chen, assise sur sa chaise, s'efforçait de dissimuler sa colère. Autour d'elle, l'immense salle du conseil bourdonnait de centaines de voix extraterrestres. La pièce était gigantesque, conçue pour accueillir les représentants de 247 civilisations différentes. Certains extraterrestres étaient petits comme des souris, d'autres aussi grands que des éléphants. Certains respiraient de l'oxygène comme les humains. D'autres étaient assis dans des cuves spéciales, remplies de méthane ou d'ammoniac liquide. Sarah assistait à ces réunions depuis 3 ans. Durant cette période, elle avait appris à reconnaître chaque espèce présente. Elle savait lesquelles étaient amicales et lesquelles méprisaient l'humanité. Malheureusement, la plupart la méprisaient. L'orateur actuel était l'ancien Vextar. C'était un être cristallin originaire d'une planète nommée Cristallon. Son corps semblait fait de verre violet et sa voix résonnait comme un carillon. Son peuple voyageait dans l'espace depuis 10 000 ans. Il ne manquait jamais une occasion de le rappeler. Ainsi, déclara Vextar, sa voix cristalline emplissant la salle, nous accorderons à la Vorgati Corporation les droits d'exploitation minière dans le système des âmes extérieures. Ils ont déposé une demande en bonne et due forme et acquitté les frais requis. Sarah leva la main d'un coup. Ancien Vextar, ce système d'âmes est un territoire humain. Vous ne pouvez accorder de droits miniers sans nous consulter. Plusieurs extraterrestres présents dans la salle éclatèrent de rire. C'était un rire que Sarah avait déjà entendu bien trop souvent, celui d'êtres qui prenaient les humains pour des enfants jouant aux adultes. Vextar tourna sa tête cristalline vers Ozel. Bien qu'il n'eût pas de visage, Sarah perçut sa condescendance. « Ambassadrice Chen, votre espèce n'est présente dans l'espace que depuis 400 ans. Le Conseil gère les ressources galactiques depuis des millénaires. Vous comprenez certainement que nous sommes mieux placés que vous pour traiter de telles questions. La ceinture de Kuiper fait partie de notre système, dit Sarah d'une voix calme. Ce sont nos ressources, nous y exploitons les mines depuis 2 siècles. Un extraterrestre à l'allure informe, membre de la délégation Zentari, émit un son semblable à de l'eau qui bouillonne. Sarah mit un instant à comprendre qu'il riait. « Comme c'est mignon !» fit dire le Zentari par l'interprète. Les humains pensent que 400 ans de voyages spatiaux les rendent égaux aux civilisations qui explorent d'abord la galaxie depuis bien avant que leur espèce ne maîtrise le feu. De nouveaux rires parcoururent la pièce. Sarah sentit sa mâchoire se crisper. Diplômée en xénodiplomatie d'Oxford, elle avait consacré toute sa vie d'adulte à l'étude des langues et des cultures extraterrestres. Elle avait négocié 3 accords commerciaux majeurs et contribué à mettre fin à 2 guerres. Et pourtant, on la traitait comme une enfant qui s'était égarée dans une conversation d'adulte. « Je demande un report du vote », dit Sarah en se levant. « Donnez à l'humanité le temps de présenter ses arguments. »« Requête refusée », répondit aussitôt Vextar. « C'est une affaire mineure, ambassadrice. La Vorgati Corporation n'exploitera qu'une petite partie de votre système extérieur. Vous remarquerez à peine leur présence. Ce n'est pas le problème. Ambassadeur Chen, veuillez vous asseoir. Vous perturbez la séance. » Sarah jeta un coup d'œil autour de la salle. Quelques extraterrestres semblaient mal à l'aise. Le conseiller Throne, un être reptilien au regard bienveillant, lui adressa un signe de tête compatissant. Mais la plupart des autres paraissaient soit ennuyés, soit amusés. « Qui est favorable à l'octroi des droits miniers à la Vorgati Corporation ?» demanda Vextar. Des lumières s'allumèrent dans toute la salle. Vert pour oui, rouge pour non. Sarah vit apparaître 246 voyants verts. Un seul voyant rouge s'afficha. Le sien. « La motion est adoptée », annonça Vextar. « Prochain point à l'ordre du jour. » Sarah se leva. Le geste fut si soudain et délibéré que plusieurs extraterrestres à proximité cessèrent de parler. Ses 3 collègues délégués humains la regardèrent avec inquiétude. « Ambassadeur Chen » demanda Vextar. « Avez-vous quelque chose à ajouter ?» Sarah prit une profonde inspiration. De retour sur Terre, elle avait l'autorisation d'agir comme elle s'apprêtait à le faire. Le protocole Oméga, comme on l'appelait.
Il avait été approuvé par le gouvernement d'unification humaine 6 mois auparavant, au cas où la situation dégénérerait à ce point. Et c'était bien le cas. L'humanité se retire du Conseil galactique avec effet immédiat, déclara Sarah d'une voix claire. Un silence pesant s'installa dans la salle. Pendant un instant, personne ne bougea. Puis, le silence fut rompu par des murmures confus. « Pardon ? Qu'avez-vous dit ?» demanda Vextar. « C'est terminé », répondit simplement Sarah. Elle prit sa tablette et se dirigea vers la sortie. Derrière elle, les 3 autres délégués humains se hâtèrent de la suivre. « Ambassadrice Chen, vous ne pouvez pas partir comme ça. » La voix de Vextar avait perdu son calme et sa musicalité. Elle était maintenant presque stridente. Sarah ne se retourna pas. « Nous venons de partir. C'est tout à fait inhabituel. Vous ne pouvez pas vous retirer du conseil sans suivre la procédure. » Sarah atteignit l'imposante porte qui donnait sur la sortie de la salle. La porte s'ouvrit automatiquement, sentant son approche. Elle marqua une pause et se retourna une dernière fois. 247 espèces extraterrestres la fixaient. La plupart semblaient perplexes, certaines amusées, quelques-unes inquiètes. Pendant 300 ans, les humains ont respecté toutes les règles, dit Sarah. Nous avons été patients. Nous avons été polis. Nous avons contribué à ce conseil de 1000 façons. Et pendant 300 ans, vous nous avez traités comme si nous étions trop stupides pour gérer nos propres affaires. Eh bien, assez de patience. C'est une crise de colère, cria quelqu'un du côté de Zentari. Les enfants font une crise. Sarah sourit, mais ce n'était pas un sourire amical. Si c'est ce que vous voulez croire, libre à vous. Bonne continuation à tous. L'humanité rentre chez elle. Elle franchit la porte, ses délégués la suivirent. Derrière eux, le chaos dans la salle s'intensifiait. 20 minutes plus tard, Sarah était assise dans une navette humaine qui s'éloignait à toute vitesse de Concordia Prime. La planète rapetissait sur l'écran. Le lieutenant Davis, l'un de ses attachés, était assis en face d'elle, l'air nerveux. « Madame, sommes-nous vraiment en train de faire ça ?» demanda-t-il. « Oui », répondit Sarah. Elle sortit son communicateur sécurisé et composa un code. L'écran de l'appareil s'illumina en bleu, signalant une connexion cryptée avec la Terre. « Protocole Oméga », tapa-t-elle. « C'est fini, on ne joue plus à leur jeu. » La réponse arriva presque instantanément. 2 mots seulement. « Confirmé, poursuivez. » Sarah se laissa aller dans son siège et ferma les yeux. Elle se sentait fatiguée, mais aussi étrangement soulagée. Pendant des années, elle avait ravalé sa fierté et sa colère. Elle avait souri face aux insultes et accepté la condescendance, tout cela pour préserver l'humanité au sein de la communauté galactique. Mais vint un moment où le prix à payer pour rester devint supérieur à celui du départ. Le Conseil ne respectait pas les humains. Ils ont utilisé les innovations et les infrastructures humaines, sans jamais reconnaître le mérite des humains. Ils ont profité des forces de maintien de la paix et de l'aide médicale humaine, mais ils ont traité l'humanité comme une servante. Or, les servantes viennent de démissionner. « Madame », demanda Davis d'une voix douce, « que se passe-t-il maintenant ?» Sarah ouvrit les yeux et regarda le jeune lieutenant. « Maintenant, nous allons leur montrer ce qui arrive quand on prend les humains pour acquis. Ils nous prennent pour des enfants. Très bien, voyons comment ils se débrouillent sans nous. » Sur Concordia Prime, la session du Conseil avait sombré dans le chaos. Vextar tentait de rétablir l'ordre, mais personne ne l'écoutait. Certains délégués riaient, d'autres se disputaient. Quelques-uns étaient déjà partis signaler cet étrange événement à leurs gouvernements respectifs. Dans le tumulte et la confusion, presque personne ne remarqua la fermeture de la première ambassade humaine sur la planète natale des Zentari. Une semaine après le retrait de l'humanité du Conseil galactique, le sage Vextar convoqua une session d'urgence. La plupart des délégués s'attendaient à un retour des humains accompagné d'excuses. Tous s'accordaient à dire que l'humanité cherchait simplement à faire un geste théâtral. « Laissez-leur quelques jours pour se calmer, » disaient-ils, « et ils reviendront. » Mais les humains ne revinrent pas. Les sièges réservés à la délégation humaine restèrent vides.
4 chaises alignées recouvertes d'une fine couche de poussière. Ces chaises vides mettaient Vextar mal à l'aise, d'une façon qu'il ne parvenait pas à expliquer. « Quelqu'un a-t-il eu des nouvelles du gouvernement humain » demanda-t-il à l'Assemblée. Le silence régna. Le conseiller Tran, diplomate reptilien toujours bienveillant envers les humains, leva alors une main griffue. « J'ai tenté de contacter l'ambassadrice Chen hier », dit Tran d'une voix sifflante. « Son communicateur personnel est hors service. J'ai essayé de joindre l'ambassade humaine sur ma planète natale. » C'était vide. Ils ont laissé un message enregistré annonçant le rappel de tout le personnel diplomatique sur Terre. Rappelé, le corps cristallin de Vextar sembla s'assombrir légèrement. « Tous ?»« Tous », confirma Thrawn. « J'ai mené l'enquête auprès des autres membres du Conseil. Toutes les ambassades humaines, réparties sur 83 mondes, ont fermé leurs portes. Le personnel et ses partis. Ils n'ont laissé aucune information de suivi. » Un murmure parcourut la salle. Le délégué Zentari, celui qui avait qualifié le retrait de l'humanité de caprice, laissa de nouveau échapper son rire tonitruant. « Alors, les enfants boudent à la maison. Qu'ils boudent. Ils finiront par comprendre qu'ils ont plus besoin de nous que nous d'eux. » « Peut-être, » dit Thrawn d'une voix calme, « ou peut-être devrions-nous nous interroger sur ce que l'humanité a apporté au Conseil. »« Ce qu'elle a apporté ?» railla le délégué Zentari. « C'est une espèce jeune. Elle n'a rien dont nous ayons besoin. » Thrawn sembla vouloir en dire plus, mais Vextar passa à d'autres sujets. Il y avait des différends commerciaux à régler et des traités à réexaminer. Le Conseil existait depuis 15 000 ans. Il pourrait très bien continuer sans l'humanité. Cette confiance ne dura que 4 jours de plus. Le premier signe de problème provenait du réseau de communication galactique. Partout dans l'espace connu, les stations relais quantiques commencèrent à s'éteindre. Ces stations permettaient des communications supraluminiques entre des mondes lointains. Sans elles, un message qui traversait la galaxie en quelques secondes aurait mis des années. Au début, personne n'a fait le lien entre les défaillances des stations relais et le retrait de l'humanité. Puis, quelqu'un a consulté les registres de maintenance. 70% des stations relais avaient été construites ou entretenues par des techniciens humains. Cette technologie était ancestrale, inventée par des civilisations anciennes, il y a des millions d'années. Pourtant, au cours des 2 derniers siècles, ce sont les humains qui en avaient assuré le fonctionnement. À présent, ces stations relais étaient en défaillante et personne ne savait comment les réparer. Les civilisations antiques qui les avaient construites avaient depuis longtemps adopté d'autres technologies ou avaient tout simplement disparu. Les civilisations actuelles s'étaient contentées de compter sur le fait que d'autres, les humains, assuraient le bon fonctionnement des systèmes. En une semaine, l'efficacité des communications galactiques chuta de 40%. Les messages, autrefois instantanés, mettaient désormais des heures, voire des jours, à parvenir à destination. Le second problème apparut sur les routes commerciales. Pendant 300 ans, des vaisseaux humains avaient patrouillé les routes spatiales entre les grandes civilisations. Ils avaient agi discrètement, sans jamais rien réclamer. Ils considéraient simplement les pirates et les criminels comme le problème de tous et s'en occupaient. À présent, les patrouilles humaines avaient disparu et les pirates s'en aperçurent aussitôt. Le capitaine Zector, de la marine de l'hégémonie, poursuivait son 4e navire pirate en 6 jours, lorsqu'il comprit que quelque chose avait changé. Son espèce, l'hégémonie, était composée de guerriers. Ils disposaient d'une armée puissante et étaient fiers de leur capacité de combat. Mais même eux avaient compté sur les patrouilles humaines plus qu'ils ne le pensaient. « Pourquoi y a-t-il soudainement autant de pirates ?» demanda son second. Zector consulta l'écran tactique. 3 autres signatures de pirates apparurent à la périphérie de ses capteurs. « Parce que les humains ne sont plus là », dit-il à voix basse. Le 3e problème était le plus urgent. La société Vorgati, ayant obtenu les droits d'exploitation minière de la ceinture de Kuiper, envoya une flotte de vaisseaux miniers vers le système solaire. L'opération était simple, rejoindre les confins du système, installer le matériel minier et commencer à extraire des minéraux précieux des roches glacées orbitant au-delà de Neptune.
Les vaisseaux miniers arrivèrent comme prévu. Ils entamèrent donc leur approche de la ceinture de Kuiper, calculant déjà leur profit. Soudain, tous les systèmes des vaisseaux se détraquèrent simultanément. Les alarmes retentirent. Les ordinateurs de navigation tombèrent en panne. Les systèmes d'armement s'éteignirent. Les vaisseaux dérivèrent, impuissants, dans l'espace, complètement immobilisés. Puis un message fut diffusé sur la fréquence d'urgence de chaque vaisseau. C'était une voix féminine calme. Le système solaire est saut et fermé. Tous les vaisseaux non autorisés seront immédiatement escortés hors du système. Ceci est votre seul avertissement. À bord du vaisseau minier de tête, le capitaine Gort fixait ses écrans, perplexe. Son vaisseau était immobilisé dans l'espace. Autour de lui, des milliers de petits objets apparaissaient sur les capteurs. Des satellites de défense. D'où venaient-ils? Ici le capitaine Gort de la Vorgati Corporation, annonça-t-il. Nous possédons des droits miniers légaux accordés par le Conseil galactique. Nous exigeons... Son vaisseau se mit à tanguer sur le côté. Par le hublot, il aperçut un vaisseau militaire humain. Il était petit, à peine plus grand qu'un chasseur, mais il avait attaché un câble de remorquage à son vaisseau minier. « Vous êtes escorté hors du système solaire », annonça la voix humaine. « Toute résistance sera réprimée avec la force appropriée. Bonne journée. » Gort assista, impuissant, à la scène. Sa flotte minière entière fut traînée jusqu'à la limite de l'espace humain, puis relâchée. Une fois la frontière franchie, leurs systèmes se remirent en marche. Mais lorsqu'ils tentèrent de retourner dans la ceinture de Kuiper, les satellites les mirent de nouveau hors service. L'opération minière fut un échec total. Pire encore, la Vorgati Corporation avait perdu la face et une somme d'argent considérable. Informé de l'incident, Vextar convoqua une nouvelle session d'urgence. Cette fois, l'atmosphère était tout autre. Les rires avaient disparu, remplacés par l'inquiétude. « Les humains ont commis un acte d'agression », annonça Vextar. « Ils ont entravé des opérations minières légalement autorisées. »« Ils ont défendu leur territoire », rétorqua Tron. « Nous leur avons accordé des droits miniers sans leur permission. Ce n'est pas ainsi que fonctionne le Conseil. » La voix cristalline de Vextar était tranchante. Les décisions de cet organe sont contraignantes pour tous les territoires, relevant de la juridiction du Conseil. Mais les humains ne font plus partie du Conseil, fit remarquer Thrawn. Ils se sont retirés. Par conséquent, les décisions du Conseil ne s'appliquent plus à eux. Cette déclaration provoqua un tollé. Les délégués s'invectivèrent dans des dizaines de langues. Les systèmes de traduction peinaient à suivre. Finalement, le délégué Zentari rappela l'ordre. « C'est simple, dit-il. Nous imposons des sanctions à l'humanité. Nous coupons tout commerce avec les mondes humains. Nous bloquons leur espace. Ils reviendront en rampant d'ici un mois. » Le vote fut annoncé. 198 civilisations votèrent pour les sanctions. 49 votèrent contre. Les sanctions furent adoptées. Tran quitta la salle, écœuré. Il avait voté contre les sanctions, mais cela n'avait aucune importance. Le conseil municipal commettait une grave erreur et il le savait. Cette nuit-là, il reçut un message sur une ancienne fréquence rarement utilisée. Il venait de Sarah Chen. « Conseiller Thrun, disait le message, merci d'être une voix de la raison. Je suis désolé que vous soyez coincé avec ces imbéciles. Quoi qu'il en soit, l'humanité ne vous en veut pas, ni aux autres espèces qui nous ont traités équitablement. Mais c'en est fini du Conseil. Ils se rendront bien compte de leurs erreurs. En attendant, prenez soin de vous. La galaxie s'apprête à connaître des moments difficiles. Sarah. Le lendemain, 3 immenses convois de cargos humains quittèrent des mondes colonisés par l'humanité. Ils transportaient des fournitures médicales, des produits manufacturés et des vivres en quantité suffisante pour assurer la survie de la civilisation humaine pendant des années sans aucun commerce extérieur. Lorsque les patrouilleurs du Conseil tentèrent de les intercepter, les cargos les ignorèrent, tout simplement. Leurs coques
étaient trop épaisses pour que les armes des patrouilleurs puissent les endommager, et leurs boucliers trop résistants pour permettre un abordage. Un capitaine de patrouille tenta d'arrêter un cargo humain. Le capitaine du cargo répondit par un message simple. « Nous ne reconnaissons plus l'autorité du Conseil galactique. Vous n'avez aucune juridiction sur nous. Nous rentrons chez nous. N'intervenez pas. » Le cargo passa à une vitesse supraluminique, laissant le vaisseau de patrouille loin derrière. Le capitaine Zector observait la scène depuis son poste de commandement. Les ordres du haut commandement de l'hégémonie étaient clairs. Enquêter sur les humains et déterminer leurs intentions. Mais alors qu'il voyait un autre convoi humain traverser son secteur de patrouille, ignorant superbement ses appels, Zector comprit quelque chose. Les humains n'agissaient maintenant pas comme une civilisation en crise. Ils n'étaient ni désespérés ni effrayés. Ils agissaient comme des gens qui avaient élaboré un plan et le mettaient à exécution. Comme des gens qui savaient exactement ce qu'ils faisaient. Cela l'effrayait plus que n'importe quelle action agressive. 30 jours après le retrait de l'humanité du Conseil galactique, le docteur Kelvara se tenait dans son laboratoire médical, le regard fixé sur une unité de stockage vide. Celle-ci aurait dû être pleine d'antibiotiques de synthèse. Au lieu de cela, elle ne contenait que de l'air. Kelvara était une xylarienne, une espèce réputée pour son expertise médicale. Son peuple pratiquait la médecine depuis 6000 ans. Elle-même était titulaire de 3 doctorats en xénobiologie. Mais à cet instant précis, toutes ses connaissances ne lui étaient d'aucune utilité face aux simples problèmes qui se présentaient à elle. Elle était à court de médicaments et ne pouvait pas en fabriquer. La formule des antibiotiques était dans sa base de données. Elle l'avait utilisée des milliers de fois, mais lorsqu'elle tenta d'en synthétiser une nouvelle dose, le processus échoua. Après 4 tentatives, elle finit par comprendre pourquoi. La formule dans sa base de données était incomplète. Elle l'avait toujours été. Pendant des années, elle s'était approvisionnée auprès d'une entreprise pharmaceutique humaine du nom de TerraMed. Celle-ci lui avait fourni les médicaments à prix coûtant, sans rien demander en retour, si ce n'est la promesse qu'ils seraient utilisés pour soigner des personnes. Kelvara ne s'était jamais demandé où se trouvait la formule complète. Elle commandait simplement les médicaments quand elle en avait besoin, et ils arrivaient. À présent, TerraMed était silencieuse. Ses messages restaient sans réponse, et les gens commençaient à tomber malades. Elle n'était pas la seule à rencontrer ce problème. Partout dans la galaxie, médecins et chercheurs faisaient la même découverte. Pendant des siècles, l'humanité avait discrètement fourni une aide médicale. Ils avaient partagé leurs recherches librement. Ils n'avaient ni demandé ni reconnaissance ni brevet. Ils avaient simplement mis les médicaments à la disposition de tous ceux qui en avaient senti besoin. Et maintenant que les médicaments venaient à manquer, les problèmes économiques se propageaient plus vite que prévu. La production humaine représentait 30% de l'économie galactique. Les humains produisaient efficacement et à moindre coût. Ils ne possédaient pas la technologie la plus avancée, mais ils avaient autre chose, une capacité de production en grande quantité remarquable. Lorsque les marchandises humaines cessèrent d'affluer sur les marchés extraterrestres, les prix s'envolèrent. Des articles autrefois courants et abordables devinrent soudainement rares et chers. Les produits de luxe devinrent inaccessibles. Les produits de première nécessité étaient devenus des produits de luxe. Sur la planète d'origine des Zentari, le même délégué qui s'était moqué de l'humanité dans la salle du Conseil se retrouvait face à une foule en colère. Son peuple voulait savoir pourquoi le prix de la nourriture avait triplé en un mois. Il tenta de leur expliquer la question des sanctions et de l'autorité du Conseil. La foule se moquait bien de la politique. Ils aspiraient simplement à retrouver une vie normale. Mais la normalité avait disparu à jamais. Le réseau de communication quantique continuait de se dégrader. Au 40e jour du retrait de l'humanité, l'efficacité des communications galactiques avait chuté à 35% de son niveau normal. Certaines colonies à isoler se retrouvèrent complètement coupées du monde, incapables d'appeler à l'aide ou d'échanger des marchandises. Les techniciens du Conseil tentèrent désespérément de réparer les stations relais. Ils disposaient des plans originaux, dont certains dataient de millions d'années. Mais les plans ne suffisaient pas.
Les stations avaient été modifiées et améliorées au fil d'innombrables générations. Les humains étaient les derniers à y avoir travaillé, et ils y avaient apporté des modifications non consignées dans la documentation. Sans ces modifications, les stations ne fonctionnaient tout simplement pas correctement. Vextar convoqua. Réunion sur réunion, mais les solutions restaient difficiles à trouver. Certains délégués suggérèrent d'attaquer directement l'humanité afin de la contraindre à réintégrer le Conseil. D'autres proposèrent des négociations. La plupart se contentèrent de tourner en rond, se rejetant mutuellement la responsabilité de la crise. Le conseiller Throne observait la scène avec une inquiétude croissante. Il avait passé des semaines à fouiller les archives du Conseil, et ce qu'il y avait découvert le perturbait profondément. L'humanité avait contribué à la galaxie bien plus qu'on ne l'imaginait. Elle l'avait fait discrètement, sans chercher à se faire reconnaître. Des ingénieurs humains avaient réparé les infrastructures de centaines de mondes. Des forces de maintien de la paix humaine avaient empêché des guerres d'éclater. Des scientifiques humains avaient réalisé des avancées majeures dans la production d'énergie, la médecine et l'agriculture. Et dans presque tous les cas, leurs contributions avaient été ignorées ou attribuées à d'autres espèces. Le Conseil avait tenu l'humanité pour acquise. Et maintenant, l'heure des comptes avait sonné. Le capitaine Zector reçut ses ordres du haut commandement de l'hégémonie le 45e jour. Il devait pénétrer dans l'espace humain à bord de son vaisseau et évaluer leur capacité militaire. Son gouvernement voulait savoir si l'humanité pouvait être contrainte de réintégrer le Conseil par la force militaire. Zector s'attendait à être refoulé à la frontière, voire à essuyer des tirs. Au lieu de cela, il reçut un message courtois d'un contrôleur du trafic humain. Capitaine Zector du vaisseau hégémonique Wrath of Honor, vous êtes autorisé à entrer dans l'espace humain. Veuillez vous rendre aux coordonnées Alpha 79. Une escorte vous y attendra. Une escorte arriva en quelques minutes. C'était une petite frégate humaine, à peine 10 fois plus petite que le croiseur de Zector. Mais les relevés effectués par la frégate firent ainsi pâlir son officier tactique. « Capitaine, dit l'officier à voix basse, la signature énergétique de ce vaisseau est hors échelle. Ces boucliers génèrent plus d'énergie que notre réacteur principal, et je découvre des systèmes d'armement que je n'ai jamais vus auparavant. » La capitaine de la frégate, une femme qui s'est présentée comme le commandant Martinez, était aimable et professionnelle. « Bienvenue dans l'espace humain, capitaine. Nous allons vous faire visiter les lieux. Veuillez ne pas vous écarter de la route autorisée, sous peine d'être pris pour une menace par les systèmes de défense automatisés. » Alors que son vaisseau s'enfonçait toujours plus profondément en territoire humain, Zector n'en croyait pas ses yeux. Chaque colonie humaine était cernée par d'immenses plateformes de défense. Les chantiers navals, déserts 3 mois auparavant, produisaient désormais des vaisseaux militaires, essais. Un rythme effréné. Des usines orbitales fabriquaient armes et vaisseaux jour et nuit. « Vous avez construit tout ça en 45 jours ?» demanda Zector au commandant Martinez. Elle sourit. « Nous y travaillons depuis 5 ans, capitaine. Nous avons simplement gardé le secret. » Les humains ont appris depuis longtemps à espérer la paix, mais à se préparer à la guerre. Nous savions que ce jour viendrait. Elle l'emmena sur Terre, le berceau de l'humanité. Sector s'attendait à découvrir une civilisation paniquée, coupée du reste de la galaxie et luttant pour sa survie. Au lieu de cela, il trouva des villes florissantes, un commerce florissant et des gens qui semblaient parfaitement heureux. Sur place, il rencontra l'ambassadrice Sarah Chen dans son bureau à Genève. Elle lui offrit du thé, une boisson humaine qu'il trouva étonnamment agréable. « Votre gouvernement veut savoir si vous pouvez nous forcer à réintégrer le Conseil », lança Sarah sans ambages. « La réponse est non, vous ne pouvez pas. Personne ne le peut. »« Cela ressemble à une menace », rétorqua Zector avec prudence. « Ce n'est pas une menace, c'est un fait. » Sarah afficha un écran holographique. Voici l'état actuel de la galaxie. Les réseaux de communication sont hors service. Les routes commerciales s'effondrent. Le piratage a augmenté de 400%. Pénurie médicale sur 62 mondes.
Et cela fait moins de 2 mois que nous sommes partis. Vous l'avez fait délibérément, a déclaré Sector. Ce n'était pas une question. Nous n'avons rien fait, a répondu Sarah. Nous avons simplement cessé toute activité. Pendant 300 ans, l'humanité a été le ciment de la civilisation galactique. Nous avons réglé les problèmes. Nous avons maintenu la paix. Nous avons veillé au bon déroulement des opérations. Et personne ne l'a remarqué, car ils étaient trop occupés à nous traiter comme des enfants stupides. Elle se pencha en avant. « Capitaine, savez-vous ce qui était le pire? Ce n'étaient pas les insultes, ce n'était même pas d'être ignoré. C'était de voir nos contributions attribuées à d'autres espèces. Des scientifiques humains faisaient une découverte, et le Conseil l'annonçait comme une percée des civilisations anciennes. Des ingénieurs humains sauvaient une colonie d'une catastrophe, et les archives indiquaient qu'elle avait été sauvée par les Zentari ou les travailleurs cristallins. « C'est faux », dit Hector à voix basse. « Si, c'était faux, et nous en avons eu assez. Alors nous sommes partis », ajouta Sarah en sirotant son thé. Le Conseil peut désormais constater à quoi ressemble la galaxie sans l'intervention humaine. Peut-être nous apprécieront-ils davantage, peut-être pas. Quoi qu'il en soit, nous ne reviendrons pas tant que la situation n'aura pas changé. Hector regagna son vaisseau, profondément troublé. Tandis que son vaisseau quittait l'espace humain, il rédigea son rapport pour le haut commandement. Sa conclusion était sans équivoque. L'humanité ne pouvait être contrainte de réintégrer le Conseil. Toute tentative de pression militaire serait vouée à l'échec, probablement de façon catastrophique. Pendant que Hector rentrait chez lui, la crise galactique s'aggravait. La planète natale des Antares signalait une épidémie de fièvre rigélienne, une maladie éradiquée depuis des décennies. Le remède existait dans les bases de données médicales de toute la galaxie, mais tous les médicaments étaient fabriqués par des entreprises humaines, et ces dernières restaient injoignables. En quelques jours, la fièvre se propagea à 14 mondes. Le nombre de morts atteignit des milliers, puis des dizaines de milliers. L'épidémie de fièvre rigélienne atteignit un point critique le 70e jour du retrait de l'humanité. 40 millions de personnes étaient là mortes sur 14 mondes. Le monde natal des Zentari avait été le plus durement touché, avec des villes entières placées en quarantaine. Les hôpitaux débordaient de patients. Le personnel médical travaillait jusqu'à l'épuisement. Le docteur Kelvara, dans son laboratoire entouré de mourants, se sentait complètement impuissante. Elle savait que le remède existait. La formule était dans sa base de données, même si elle était incomplète. Pendant des semaines, elle avait essayé de la compléter, mais toutes ses tentatives avaient échoué. Quel que soit le procédé utilisé par les humains pour rendre ce remède efficace, ils l'avaient gardé secret. Non, ce n'était pas vrai. Ils ne l'avaient pas gardé secret. Ils l'avaient distribué gratuitement pendant des décennies. Personne ne s'était soucié de savoir comment il était fabriqué. Tous avaient simplement supposé qu'il serait toujours disponible. Le vieux Vextar finit par craquer. Après 70 jours passés à observer l'effondrement de la civilisation galactique, il autorisa une mission diplomatique sur Terre. Une délégation de 12 espèces, menée par le délégué Zej Zentari en personne, se rendrait sur Terre, afin de négocier le retour de l'humanité au sein du Conseil. Le vaisseau de la délégation arriva aux abords du système solaire 3 jours plus tard. Ils ont diffusé un message sur toutes les fréquences, demandant l'autorisation d'entrer et de parler aux dirigeants humains. Ils n'ont reçu qu'une réponse automatique. Le système solaire est fermé. Veuillez soumettre toutes vos demandes par les voies officielles. Nous essayons d'utiliser les voies officielles, a hurlé le délégué Zentari à son officier de communication. Dites-leur que nous devons parler de la fièvre. La réponse automatique a été diffusée à nouveau, inchangée. Pendant 3 jours, la délégation resta aux confins de l'espace humain, envoyant des messages de plus en plus désespérés. Aucun ne reçut de réponse. Finalement, ils renoncèrent et rentrèrent chez eux. Le Baumwetteti, délégué Zentari, nommé Voxtar, arriva sur Concordia Prime, anéanti. Son gouvernement lui avait confié une seule mission, récupérer le médicament auprès des humains. Il avait échoué. 2 millions des siens étaient morts, et ce nombre augmentait chaque jour. Dans la salle du conseil, il se tint devant l'assemblée et parla d'une voix calme.
Ils ne veulent même plus nous parler, dit-il. Les humains ont complètement fermé leurs frontières. Rien n'entre, rien ne sort. Ils sont parfaitement autosuffisants et n'ont absolument pas besoin de nous. C'est impossible, insista Bextar. Toute civilisation a besoin de commerce. Toute civilisation a besoin d'alliés. Pas les humains, répliqua Bextar. Nous pensions qu'ils avaient ça besoin du Conseil. Mais nous avions tort. C'est nous qui avions besoin d'eux et nous ne l'avions jamais réalisé. Ce même jour, une fuite massive de données se propagea dans les médias galactiques. Des téraoctets de documents classifiés du Conseil, remontant à 300 ans. La fuite a tout révélé. Des propositions humaines volées et mises en œuvre sous d'autres noms. Des missions de maintien de la paix humaine effacées des archives officielles. Des percées scientifiques humaines attribuées à des civilisations anciennes. Les documents dressaient un tableau sans équivoque. Pendant 3 siècles, l'humanité avait été le pilier de la civilisation galactique. Et pendant 3 siècles, le Conseil l'avait soit ignoré, soit spolié. La révélation de cette situation provoqua une vague d'indignation à travers la galaxie. Les civilisations mineures, elles aussi marginalisées, virent dans le traitement infligé à l'humanité le reflet de leur propre sort. Des mouvements de protestation éclatèrent sur des dizaines de mondes. Si le Conseil avait si mal traité les humains, comment avait-il traité tous les autres peuples? 47 civilisations exigèrent officiellement une réforme du Conseil. Face au refus de Vextar, 83 civilisations se retirèrent du Conseil. Le Conseil galactique, qui existait depuis 15 000 ans, se fractura. 2 nouveaux blocs de pouvoir émergèrent. Le vieux Conseil, dirigé par Vextar et les civilisations anciennes, comptait 67 espèces qui refusaient tout changement. La coalition réformatrice, menée par le conseiller Tran, regroupait 180 espèces qui exigeaient un nouveau système fondé sur une véritable égalité. La galaxie se désagrégeait. Le capitaine Zector se trouvait dans une situation délicate. Son rapport sur les capacités militaires humaines avait fait de lui l'un des rares officiers de la galaxie à comprendre véritablement la nature de l'humanité. Désormais, le vieux conseil et la coalition réformatrice convoitaient son expertise. Il choisit la coalition réformatrice. Son peuple était traité comme un citoyen de seconde zone par les civilisations anciennes depuis des siècles. Zector en avait assez. Lors d'une réunion de la coalition pour la réforme, il présenta ses conclusions sur la présence humaine dans l'espace. Les délégués réunis l'écoutèrent, stupéfaits, décrire les forteresses orbitales, les immenses chantiers navals et les systèmes d'armement de pointe. Comment ont-ils pu construire autant, si vite? Demanda quelqu'un. Ils ne l'ont pas fait, expliqua Zector. Ils le construisent depuis des années. Ils n'en ont simplement parlé à personne. Alors que nous les traitions comme des enfants, ils se préparaient précisément à ce scénario. Mais pourquoi? Demanda un autre délégué. Pourquoi se préparerait-il à quitter le Conseil? Tran, qui était resté silencieux jusque-là, prit la parole, parce que nous ne leur avons laissé aucun choix. Chaque fois que des humains tentaient de participer sur un pied d'égalité, nous les en empêchions. À chaque fois qu'ils contribuaient, nous nous en attribuions le mérite. Ils savaient qu'ils devraient partir un jour. Alors, ils s'y sont préparés. Un silence pesant s'installa. La vérité était difficile à accepter, mais c'était la vérité. Pendant ce temps, sur Terre, Sarah Chen était assise dans une salle de conférence sécurisée avec l'amiral James Corr et 3 autres hauts responsables. Sur l'écran devant eux, ils regardaient des reportages en provenance de toute la galaxie. Le bilan de la fièvre rigélienne atteignait 50 millions de morts. L'économie galactique était ensuite en chute libre. Des guerres éclataient dans des régions que les humains avaient discrètement préservées pendant des décennies. Nous les voyons s'autodétruire, eux que les humains avaient discrètement maintenus en paix pendant des décennies. Nous les regardons s'autodétruire, dit un responsable. Peut-être devrions-nous intervenir. Non, répondit Sarah fermement.
Si nous intervenons maintenant, nous prouvons simplement que nous serons toujours là pour les sauver. Ils doivent subir les conséquences de leurs actes. Même si des millions de personnes meurent, demanda le responsable. Des millions de personnes mourraient déjà, dit l'amiral Corr d'une voix calme. Sur certaines planètes, nous intervenions sans reconnaissance. Dans les guerres, nous mettions fin aux conflits sans être crédités. La seule différence, maintenant, c'est que tout le monde le voit. Sarah acquiesça. La coalition pour la réforme est déjà en train de se former. Tran et d'autres comme lui comprennent ce qui doit changer. Quand ils seront prêts à parler sérieusement de réforme, nous en parlerons, mais pas avant. Et la fièvre insista l'officiel. Sarah resta silencieuse un long moment. Puis elle prit une décision. Envoyer un vaisseau médical, le remplir de remèdes contre la fièvre rigélienne, le larguer dans l'espace Zentari avec un message. « Quel message ?» demanda l'amiral Corr. Sarah sourit d'un air sombre. « Dites-le leur, car nous sommes meilleurs que vous. Rétablissez-vous vite. » 3 jours plus tard, un vaisseau médical humain solitaire apparut en orbite autour de la planète natale des Zentari. Petit et non armé, il surgit soudainement, sans prévenir. Avant que les systèmes de défense planétaire ne puissent en réagir, il largua sa cargaison, 10 millions de doses d'antidote contre la fièvre rigélienne, déjà synthétisée et prête à l'emploi. Puis, un message fut diffusé sur toutes les fréquences. « Parce que nous sommes meilleurs que vous, rétablissez-vous vite, humanité. » Le vaisseau passa à une vitesse supraluminique et disparut avant que quiconque puisse réagir. Dans son laboratoire, le docteur Calvara reçut l'un des premiers échantillons. Elle l'injecta à un patient qui n'avait plus que quelques heures à vivre. En quelques minutes, la fièvre du patient tomba. 1 heure plus tard, il reprenait conscience. Le lendemain, il réclamait à manger. Elle s'assit à son bureau et pleura. Non pas de joie, bien qu'elle fût joyeuse. Non pas de soulagement, bien qu'elle fût soulagée. Elle pleurait parce qu'elle comprenait enfin ce que l'humanité avait toujours essayé de dire à la galaxie. Elle n'avait pas besoin de reconnaissance. Ils n'avaient pas besoin de reconnaissance. Ils voulaient simplement être traités comme des égaux. Et lorsqu'on leur a refusé cela, ils étaient parfaitement en droit de partir. Dans la salle du conseil sur Concordia Prime, Vexitar apprit l'existence du vaisseau médical humain. Une partie de lui voulait être reconnaissante, mais une autre, plus importante, était en colère. Furieux que les humains aient donné une image de faiblesse au Conseil, furieux qu'ils aient tant tardé à fournir le remède, furieux qu'ils aient prouvé leur capacité à aider, mais ayant choisi de ne rien faire jusqu'au dernier moment, il convoqua une réunion d'urgence de l'ancien Conseil. Seules 23 espèces lui restaient fidèles. Les autres avaient soit rejoint la coalition réformatrice, soit déclaré leur neutralité. « Les humains se moquent de nous », déclara Vextar. « Ils ont sauvé les Zentari uniquement pour nous humilier. Nous ne pouvons laisser cela se poursuivre. Que proposez-vous » demanda une voix. Le corps cristallin de Vextar sembla briller d'un éclat plus intense. « Nous rappelons à l'humanité que le Conseil détient le pouvoir. Nous envoyons une flotte militaire dans leur espace, non pour attaquer, mais pour affirmer notre force. Ils comprendront qu'ils ne peuvent pas nous ignorer. C'est de la folie, s'exclama l'un des délégués restants. Le rapport du capitaine Zector était clair. Les capacités militaires humaines dépassent de loin nos attentes. Zector est chiotte maintenant avec la coalition réformatrice, rétorqua Vextar d'un ton méprisant. Son rapport a probablement été exagéré pour servir leurs intérêts. Je propose qu'on mette l'humanité au pied du mur. Le vote fut serré, mais il fut adopté. 12 espèces votèrent pour l'envoi d'une flotte militaire dans l'espace humain. 11 votèrent contre. La décision était prise. L'ancien conseil allait montrer à l'humanité qui détenait réellement le pouvoir dans la galaxie. C'était la pire décision que Vextar ait jamais prise. La flotte militaire de l'ancien conseil se rassembla aux confins de l'espace humain le 112e jour.
47 vaisseaux de guerre issus de 12 civilisations différentes. C'était une force impressionnante, destinée à démontrer que le Conseil conservait son pouvoir et son autorité. L'amiral Rectol, commandant militaire chevronné de l'Empire cristallin, commandait la flotte. Il avait des doutes quant à cette mission, mais les ordres étaient les ordres. Ses instructions étaient claires. Pénétrer dans l'espace humain, se diriger vers la Terre et exiger que l'humanité rejoigne le Conseil. Cette démonstration de force prouverait que l'humanité n'avait pas le choix. La flotte pénétra en territoire humain. Immédiatement, les systèmes de capteurs de chaque vaisseau s'affolèrent. Des milliers de contacts apparurent sur leurs écrans. Satellites de défense, plateformes d'armement, drones automatisés. Les humains avaient été bien occupés. Ici, l'amiral Vrectal de la flotte du Conseil galactique diffusa-t-il sur toutes les fréquences. Nous exigeons une audience auprès des dirigeants humains. Tout refus sera considéré comme un acte d'hostilité. La réponse ne tarda pas, mais elle ne provenait pas d'un humain. C'était un système automatisé, froid et mécanique. Avertissement. Vous avez pénétré dans l'espace protégé sans autorisation. Désactivez immédiatement vos systèmes d'armement. Tout refus d'obtempérer entraînera des mesures défensives. L'amiral Frechtal rit. Nous sommes le Conseil galactique. Vous devez reconnaître notre autorité. Avertissement reçu. Système d'armes détecté. Activation des protocoles défensifs. Ce qui suivit dura exactement 7 secondes. Tous les vaisseaux de la flotte furent simultanément privés d'énergie. Les réacteurs s'éteignirent. Les systèmes de survie passèrent sur batterie de secours. Les systèmes d'armement tombèrent en panne. Les ordinateurs de navigation s'effondrèrent. 47 vaisseaux de guerre se réduisirent à 47 épaves dérivant dans l'espace. À bord de son vaisseau amiral, l'amiral Vrectal, sous le choc, fixait les écrans éteints. Son officier tactique tentait frénétiquement de redémarrer n'importe quel système. En vain. Puis les vaisseaux humains apparurent, sans prévenir, sans avertissement. Un instant, l'espace autour de la flotte du Conseil était vide. L'instant d'après, il était rempli de vaisseaux humains. Des centaines, allant de petits chasseurs à d'immenses croiseurs de bataille. Une nouvelle voix se fit entendre sur la fréquence d'urgence. 1. Homme, calme et professionnel. Amiral Vrectal. Ici l'amiral James Corr de la flotte de défense humaine. Vos systèmes d'armes ont été neutralisés par guerre électronique. Vos navires ne sont pas endommagés, seulement temporairement hors service. Vous avez 2 options. Soit vous coupez complètement le courant et acceptez d'être remorqué jusqu'à la frontière. Soit vous tentez de résister lorsque vos systèmes seront de nouveau opérationnels dans environ 3 heures. Nous les désactiverons alors à nouveau. C'est un acte de guerre, s'écria Frechtol. Non, amiral, c'est de la légitime défense. Vous avez pénétré dans notre espace avec votre flotte militaire et proféré des menaces. Nous avons riposté comme il se doit. Quel est votre choix maintenant? 3 heures plus tard, 47 vaisseaux de guerre du Conseil furent remorqués aux confins de l'espace humain et relâchés. Leurs systèmes se sont remis en marche progressivement, mais plusieurs composants essentiels avaient maintes été entièrement détruits. Il faudrait des semaines pour les réparer complètement. L'affrontement avait été humiliant. La flotte du Conseil n'avait pas tiré un seul coup de feu, elle n'avait même pas vu l'attaque venir. Les capacités de guerre électronique humaine étaient des décennies en avance sur tout ce que possédait le Conseil. À son retour sur Concordia Prime, l'amiral Vrectal se rendit directement dans la salle du Conseil et présenta son rapport en personne. Les membres survivants de l'ancien Conseil restèrent silencieux et stupéfaits. Ils ne nous ont pas anéantis parce qu'ils n'en avaient pas besoin, dit Vrectal d'une voix calme. Ils ont mis hors service toute notre flotte en 7 secondes. Ils auraient pu nous détruire tout aussi facilement. Si nous sommes encore en vie, c'est uniquement parce que les humains ont bien voulu nous laisser vivre. Le corps cristallin du doyen Vextar avait pâli, devenant presque gris. Il paraissait vieux et vaincu. Comment est-ce possible? C'est une espèce jeune.
Ils ne sont dans l'espace que depuis 400 ans. Ils sont dans l'espace depuis 400 ans, acquiesça Vrektal. Et ils ont passé tout ce temps à apprendre de chaque espèce rencontrée. Ils se sont appropriés notre technologie, l'ont étudiée, améliorée et ont bâti quelque chose de nouveau. Pendant que nous nous moquions d'eux, ils devenaient plus puissants que nous ne l'avions imaginé. Le silence régnait dans la salle. Finalement, l'un des délégués restants prit la parole. « Que faisons-nous maintenant ?»« Nous capitulons, » répondit simplement Brechtel. « L'ancien conseil est mort. Il est temps d'admettre notre erreur. » Le lendemain, l'ancien conseil fut officiellement dissous. Vextar et les autres dirigeants des civilisations anciennes annoncèrent leur ralliement à la coalition réformatrice et leur volonté d'accepter les conditions qui leur seraient proposées. C'était une capitulation totale. Le conseiller Thrawn ne triompha pas. Il se contenta de les accueillir et entreprit aussitôt la rédaction d'une nouvelle charte pour ce qui allait devenir la nouvelle Union galactique. Les principes étaient simples. Chaque civilisation devait être représentée à égalité, sans distinction d'âge ni de taille. Les contributions seraient reconnues et créditées comme il se doit. Aucune civilisation ne serait marginalisée ni ignorée. Et surtout, l'humanité serait réintégrée à part entière, en tant que membre à part entière. Thrawn et le capitaine Zector se rendirent ensemble sur Terre pour présenter la nouvelle charte. Sarah Chen les accueillit dans le même bureau genevois où elle avait rencontré Zector quelques mois auparavant. Cette fois, elle était accompagnée de l'amiral Kor et de représentants du gouvernement d'unification humaine. Thrawn présenta la charte avec nervosité. Il comprenait tout ce que l'humanité avait demandé et bien plus encore. L'égalité des droits de vote. La reconnaissance des contributions passées. Des réparations pour le vol de propriété intellectuelle. Une autonomie complète sur les systèmes humains. Et un siège permanent au nouveau Conseil de sécurité. Sarah lut attentivement le document. Puis elle leva les yeux vers Thrawn et sourit. « C'est bien, vraiment bien. Tu as vraiment écouté. On n'avait pas vraiment le choix, » admit Thrawn. La galaxie est en train de s'effondrer. Sans la coopération humaine, la situation ne fera qu'empirer. C'est vrai, approuva Sarah. Mais il ne s'agit pas seulement de savoir si on a besoin de nous. Cette charte représente un véritable changement, une véritable égalité. C'est ce que nous voulions depuis le début. L'humanité va donc revenir, demanda Zector, plein d'espoir. À une condition, répondit l'amiral Kor. Nous conservons notre autonomie militaire. L'espace humain reste défendu par des forces humaines. Nous coopérerons avec les forces de sécurité de l'Union, mais nous maintiendrons nos propres systèmes de défense. D'accord, approuva aussitôt Thrawn. Après ce que nous avons vu, personne n'osera de toute façon défier la puissance militaire humaine. Sarah se leva et tendit la main. Thrawn, connaissant les coutumes humaines, la serra. « Bienvenue, ambassadrice Chen, » dit-il. « En fait, » répondit Sarah, « j'ai un nouveau titre. Le gouvernement d'unification humaine m'a nommé première secrétaire générale de la nouvelle Union galactique. Si les États membres l'approuvent, et bien sûr. » Les États membres approuvèrent à l'unanimité. 3 semaines plus tard, Sarah Chen se tenait dans la nouvelle chambre de l'Union sur Concordia Prime. La salle avait été repensée. Au lieu des gradins qui soulignaient l'ancienneté et le prestige des différentes civilisations, chaque délégué siégeait au même niveau. 247 espèces, toutes égales. Les Zentarim envoyèrent un nouveau délégué, Voxtar étant décédé de la fièvre rigélienne avant l'arrivée des médicaments humains. Le nouveau délégué présenta des excuses officielles au nom de son peuple. D'autres espèces firent de même. Même Vextar, l'air abattu et humble, s'excusa de son arrogance. Sarah accepta les excuses avec grâce. « Nous ne sommes pas là pour ressasser le passé, » dit-elle. « Nous sommes là pour bâtir un avenir meilleur. » L'ancien système était défaillant. Nous avons constaté les conséquences de la survalorisation de certaines voies. Cela engendre du ressentiment, des inégalités et, finalement, l'effondrement.
La nouvelle Union galactique sera différente, car nous sommes tous déterminés à la rendre différente. En quelques mois, la galaxie a commencé à se stabiliser. Les routes commerciales humaines ont rouvert. Les fournitures médicales ont de nouveau circulé. Le réseau de communication quantique a été réparé grâce à l'aide humaine. Mais cette fois, des techniciens humains formèrent des ingénieurs d'autres espèces, afin que tous comprennent comment assurer la maintenance. La nouvelle Union galactique était imparfaite. Des disputes et des désaccords subsistaient. Mais la dynamique fondamentale du pouvoir avait changé. Aucune civilisation ne pouvait plus être ignorée. Aucune contribution ne pouvait être volée ou effacée. Chaque espèce avait voix au chapitre. Le capitaine Zector fut nommé au Conseil de sécurité aux côtés de l'amiral Kor. Ils se lièrent d'un main d'amitié, unis par leur expérience commune d'avoir été sous-estimés par les civilisations anciennes. Ensemble, ils reconstruisirent les Fort Sun-Mamon, les forces de maintien de la paix de l'Union, intégrant les meilleures pratiques de dizaines de traditions militaires différentes. Le docteur Calvara fut invité à rejoindre un nouveau conseil de recherche médicale composé de scientifiques humains. De leur collaboration, ils mirent au point de nouveaux traitements pour des maladies qui ravageaient la galaxie depuis des millénaires. Cette fois, le mérite fut partagé comme il se doit, et la contribution de chacun fut reconnue. Un an après le retrait de l'humanité, Sarah Chen, depuis un balcon surplombant Genève, s'adressa à Thrawn par communicateur holographique. « Pensez-vous que nous ayons bien fait ?» lui demanda-t-elle. « Partir, je veux dire. Des millions de personnes sont mortes pendant la crise. » Thrawn resta silencieux un instant. Des millions de personnes étaient déjà en train de mourir, finit-il par dire. Dans des guerres que personne n'a pu arrêter parce que vous n'étiez pas là. Dans des maladies que personne n'a pu soigner parce que vous n'étiez pas là. La seule différence, c'est qu'avant, ces morts étaient invisibles. Votre retrait les a rendus visibles. Il a forcé la galaxie à se confronter à ce que nous étions devenus. Une galaxie qui ne fonctionnait que parce qu'une seule espèce, là, maintenait unie sans le savoir, a dit Sarah. Oui, et c'était intenable. Vous n'avez pas détruit la galaxie, ambassadrice. Vous avez révélé qu'il était déjà défectueux. Et vous nous avez ensuite aidés à le réparer correctement, sourit Sarah, secrétaire générale, plus ambassadrice. Je sais, répondit Thrawn, mais je me souviens de vous en tant qu'ambassadrice Chen, debout dans la salle du conseil et en sortant. Il fallait du courage, cela a tout changé.